Bonsoir, bienvenue dans Spécial Investigation. Le film que nous allons vous présenter ce soir contient un certain nombre de révélations. Révélations sur des ventes d'armes illégales, des ventes d'armes tolérées par la France en totale contravention avec un embargo de l'ONU. La France aurait même été beaucoup plus loin. Vous savez, au-delà de l'armement qui nous a été livré grâce à la France nous a également aidé à former les soldats et des officiers. Selon Marine Tomulic, la France aurait donc envoyé des formateurs pour entraîner des militaires croates. Une démarche interdite en cas d'embargo. Cette affaire remonte au début des années 90, pendant la guerre en ex-Yougoslavie. À l'époque, il était interdit de vendre des armes à la Croatie. Pour contourner l'embargo de l'ONU, l'armée croate a donc fait appel à un trafiquant d'armes international, un certain Jacques Monsieur. Ce que révèle notre enquête, c'est que la France était au courant, la France a laissé faire et elle a même donné un coup de main. Pour la première fois, tous les acteurs de cette affaire témoignent devant une caméra. Après l'Angola Gate, qui a vu la condamnation de Charles Pasqua, après l'attentat de Karachi, qui a provoqué un véritable électrochoc dans la classe politique française, c'est une nouvelle affaire qui illustre les relations ambiguës entre les grandes puissances et les marchands de canons. Regardez, vente d'armes dans les filières du trafic, c'est une enquête de Vanina Camban pour Spécial Investigation. Fin août 2009, États-Unis. Le FBI arrête Jacques Monsieur, 56 ans, à l'aéroport de New York. C'est l'un des 5 plus grands trafiquants d'armes au monde. Peu d'images à part cette photo prise par le téléphone portable d'un policier et cette silhouette menottée. Jacques Monsieur est un ressortissant belge qui vit entre la Belgique et la France. En 25 ans de carrière, ce trafiquant d'armes s'est constitué une clientèle planétaire. Dans les années 80, il arme l'Afrique du Sud de l'apartheid, alors sous embargo. En Iran, Jacques Monsieur fournit à l'armée des mollahs en guerre contre l'Irak, des missiles américains, des pièces d'artillerie allemandes et des véhicules blindés. En Équateur, il envoie en 1996 pour 9 millions de dollars de munitions. Au Congo, l'année suivante, Jacques Monsieur livre des hélicoptères de combat russes Mi-24 et Mi-8, des roquettes, des missiles et des bombes. Facture estimée, 61 millions de dollars. Jacques Monsieur a aussi eu comme gros clients la Yougoslavie, le Venezuela, le Burundi, le Qatar et la Chine. Et même quelques autres, restés secrets. Les États-Unis ont arrêté Jacques Monsieur en août 2009 car il est accusé d'exportation illégale de pièces détachées d'avions de combat américains vers l'Iran d'Ahmadinejad. Mais il y a 18 ans, cet homme sulfureux a aussi participé à un autre scandale, le contournement de l'embargo sur les armes en Croatie. Une affaire dans laquelle les plus hautes autorités françaises seraient compromises, une affaire demeurée secrète à ce jour et que nous allons vous révéler. Été 1991. La guerre éclate en Yougoslavie. Le 25 juin, les républiques de Slovénie et de Croatie réclament leur indépendance. La Serbie, elle, veut préserver l'unité du pays. Deux visions politiques s'opposent. C'est le début du conflit. Pour empêcher la Croatie de se détacher de la Yougoslavie, les Serbes attaquent les Croates. Première cible, la ville croate de Vukovar. 400 blindés serbes, 30 000 soldats, des centaines de canons et même des avions de chasse. Si les Serbes ont un tel arsenal, c'est qu'ils ont récupéré l'armée fédérale de Yougoslavie et tous les stocks d'armes du pays. En face, les Croates sont quasiment désarmés. 1500 habitants de Vukovar, dont une grande majorité de civils, tentent de résister avec des armes légères. Dérisoire face à la puissance de feu des Serbes.
Vukovar, ville martyre, suscite une émotion mondiale. En septembre 1991, l'ONU vote un embargo sur les ventes d'armes en direction de toute la Yougoslavie. Le Conseil de sécurité décrète un premier embargo sur les livraisons d'armes à destination de la Yougoslavie, décision prise à l'unanimité. La France, traditionnel allié de la Serbie, avait soutenu cet embargo, comme nous le confirme Roland Dumas, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Les Nations Unies votent un embargo sur les armes. Exactement, oui. Pourquoi avoir pris cette décision ? On espérait qu'on contiendrait les Serbes qui arrêteraient leur offensive et que, au lieu de partager les gens, on empêcherait les uns de s'attaquer aux autres. Puisque c'est vrai que les Serbes étaient les guerriers de la région. Mais l'embargo ne va pas avoir le résultat escompté. Les Serbes continuent de pilonner Vukovar et les Croates qui n'ont pas le droit de s'armer ne peuvent se défendre. La ville de Vukovar est tombée aujourd'hui. Les Croates de cette ville de Slavonie ont résisté jusqu'à l'extrême limite de leurs forces. Une reddition sans condition après 3 mois de combat, maison par maison. On comptera au total 2000 morts côté croate et des milliers de réfugiés. Le général Ante Rosso est croate. Il était à Vukovar au début de la guerre de Yougoslavie et il a participé à toutes les batailles pour l'indépendance. Ce soldat croate adore la France. Dans sa jeunesse, il s'est même engagé dans la Légion étrangère. Il nous emmène à Vukovar, la ville martyre des Croates. Vukovar, c'est toute la population civile, avec tous les biens qui étaient détruits. Le but, c'est détruire, anéantir, effacer. 18 ans après sa chute, Vukovar n'a pas effacé les plaies du passé. Aujourd'hui encore, les stigmates de la guerre sont bien visibles. Dans les rues, les bâtiments éventrés sont loin d'avoir tous été reconstruits. On sent encore l'odeur de la mort, des événements tragiques et de la misère. Le général Ante Rosso nous emmène dans ce qui reste de son quartier général de l'époque. Tu vois, tout se passait au rez-de-chaussée. C'est aussi là qu'on dormait, par terre. On avait juste des matelas au sol. On n'avait vraiment rien. Et qu'est-ce que vous faites là? Pardon? Qu'est-ce que vous faites là? Je me suis battu ici en 91 contre les Serbes. À l'époque, j'étais jeune et valeureux. Tu vois là, juste en bas. Il y a 2 de mes hommes qui ont été tués. Ici, on se battait comme des bêtes. On ne faisait pas de quartier. Ne te fais pas d'illusions, petite. On n'était pas dans une série américaine. Ici, on se tuait à coups de hache. D'une pièce à une autre. C'était irrationnel. Il fallait survivre à tout prix. Il n'était question que de survie. Quand le général Rosso est arrivé à Vukovar, il n'était accompagné que de 30 militaires professionnels. Pourquoi vous n'êtes pas venu à Vukovar avec une armée de 10 000 soldats? Quelle armée? Quels soldats? On n'en avait pas. À Vukovar, on était tous habillés en civil. Mais pourquoi vous êtes venu en civil? Parce qu'on n'avait ni uniforme, ni argent, ni armée, ni rien. Le déséquilibre des forces est énorme. Et Vukovar sera la première ville croate à en payer le prix. Après le traumatisme de Vukovar, malgré l'embargo sur les ventes d'armes en direction de toute la Yougoslavie, les armes vont arriver en Croatie et de manière massive. Sur le terrain, les combattants témoignent de cet afflux. À 30 km au sud de Zagreb, la capitale croate, la petite ville d'Ivanić-Grad. Nous avons rendez-vous avec Bruno Zorica, un colonel à la retraite de l'armée croate. Sur son bras, il a fait tatouer son nom de guerre, Zulu.
Lui aussi a commencé sa carrière militaire à la Légion étrangère avant de rentrer se battre pour l'indépendance de la Croatie. Ça, c'est la tenue de cérémonie? Oui. Cérémonie. Qu'est-ce que c'est tout ça, tous ces... Ça, c'est tous les médailles de guerre. Le dernier rang, c'est la Légion. 3 rangs, c'est la Croatie. Aujourd'hui, comme tous les 5 août, Zulu se rend à la commémoration de la création des forces spéciales croates. Les 5 années de guerre, ce colonel de l'armée les a toutes passées sur le front. Et les armes, elles arrivaient de l'étranger? Oui, les armes arrivaient. Vous l'avez vu personnellement? Oui, les armes arrivaient. Les armes arrivaient par différentes filières. En réalité, c'est très simple. On était attaqué et sous embargo. Il fallait donc qu'on se débrouille. Mais ces armes, à cause de l'embargo, on les payait 5 fois plus cher que le prix du marché. Qui est responsable? Pendant que notre sang coulait, eux nous imposaient un embargo. C'est une des conséquences inattendues de l'embargo. Le prix des armes augmente car les trafiquants d'armes font payer à prix d'or les risques encourus pour faire entrer les armes sur le territoire. À cette commémoration, nous rencontrons Yaro. Il a combattu sous les ordres du colonel Zulu. Des armes, il en a gardé chez lui et il accepte de nous y emmener. Tu es où, mon petit soldat? C'est bien, mon petit soldat, bravo. Pour cet ancien combattant des forces spéciales, gravement blessé à la jambe pendant le combat, les souvenirs de guerre sont omniprésents. Photographies et uniformes. Bon, maintenant, tu te mets au garde à vous et tu fais le salut. Il tient à nous montrer le drapeau des forces spéciales dont il a fait partie. Vous avez gardé, vous, des armes de l'époque de la guerre? Oui, nous les Croates, nous ne pouvons pas nous permettre de nous retrouver sans armes. On sait déjà ce que ça signifie d'être désarmé, ça nous est arrivé et on l'a payé cher. Il a fallu qu'on se débrouille pour se procurer des armes. Je vais vous montrer un souvenir de guerre. Il est toujours chargé. Ça, c'est mon fusil. Ça, c'est un fusil mitrailleur, un M16. Pour mitrailler, c'est l'idéal. Yaro veut aussi nous montrer une autre arme, une arme anti-aérienne. C'est un fusil mitrailleur. Une arme provenant des stocks de l'Allemagne de l'Est et fabriquée pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est le chargeur. Tu mets les munitions, tu armes, et voilà. Des armes qui sont entrées illégalement dans le pays, un mince échantillon de ce qui arrivait à l'époque. Car ces armes, après la chute de la ville de Vukovar, les Croates devaient se les procurer rapidement. À l'époque, Marin Tomulic avait 35 ans et il vendait des voitures dans le sud de la France. Ce franco-croate ne faisait pas de politique, mais les dirigeants croates, dont le président du pays, étaient des amis de la famille. En raison de ces liens très privilégiés, Marin Tomulic va se retrouver, un peu par hasard, en situation de jouer un rôle clé dans l'histoire de son pays. J'ai participé à la création de l'État croate, à la création de l'armée croate, la défense de la Croatie contre l'agresseur. Quel était votre rôle? Mon rôle était d'organiser, de coordonner
et de contrôler l'acheminement de l'armement en Croatie pendant la guerre. Et selon lui, malgré l'embargo, c'est notamment l'État français qui aurait permis à la Croatie d'acquérir les armes. La Croatie avait besoin d'armes pour se défendre. C'est la France qui nous a aidés de mettre en place une filière qui a permis d'acheminer des armes sur le sol croate. Une histoire qui peut paraître rocambolesque. La France aurait-elle activement contribué à violer un embargo qu'elle venait de voter à l'ONU? Marin Tomulic s'est-il vraiment retrouvé intermédiaire dans ce vaste trafic d'armes? Pour le vérifier, nous partons enquêter en Croatie. Sur place, nous avons rendez-vous avec le chef des services secrets croates de l'époque, Josip Manolić. Cet homme était au début de la guerre l'un des plus proches collaborateurs du président croate Franjo Tudjman et par conséquent un des hommes les plus influents du pays. Il connaît très bien Marin Tomulic. Est-ce que vous pouvez me confirmer que Marin Tomulic a bien aidé la Croatie à faire entrer les armes sur le territoire croate? Oui. Il a accompli cette mission qui lui a été confiée par le président de la République croate, avec une grande conscience. Il s'était déjà créé beaucoup de relations en France, et ici aussi en Croatie. Il a donc rejoint l'équipe qui s'occupait de la logistique de notre armée. Effectivement, l'embargo a été violé et cet arsenal est bien arrivé en Croatie. C'est ce que nous confirme Georges Ledeuil. Il était l'attaché militaire français pendant la guerre en Yougoslavie. En poste à Zagreb, la capitale croate, de 1992 à 1995, il a vu cette montée en puissance de l'armée croate. Son rôle était d'obtenir le maximum d'informations sur les opérations en cours. Bon, voilà, c'était un premier défilé militaire croate. On les voit ici avec leurs drapeaux, des avions dont on pouvait se demander, voilà. Normalement, ils n'avaient pas d'avion. Ils n'avaient pas d'avion. Ouais, et tout d'un coup, on en voit fleurir les uns après les autres. On voit des hélicoptères, on voit... Parfois, ils gardaient leur matriculation d'origine. Voilà. Ils venaient d'où? J'avais vu un hélicoptère russe, par exemple. Il avait encore son immatriculation aérienne russe. Pendant 4 ans, Georges Ledeuil était au fait de tout ce qui se passait sur le terrain. Il a bel et bien vu les armes déferler sur le territoire, et notamment des armes des plus sophistiquées. Et les Croates se sont dotés de matériel acheté à l'étranger, malgré l'embargo sur les armes. Donc j'ai vu apparaître petit à petit des matériels, aussi bien aériens que terrestres, de type inconnu, sur le territoire jusqu'à présent. Voilà. Et par exemple quoi? Par exemple, le plus frappant, c'était le matériel aérien. Parce qu'on l'entend, on le voit, et puis il a une capacité importante, si vous voulez. Quand j'ai vu arriver des hélicoptères blindés Mi-24, on pensait qu'effectivement les circuits d'approvisionnement en matériel militaire fonctionnaient bien. Et ensuite, donc, ces informations-là, vous les transmettiez? Oui, à Paris. Donc au ministère de la Défense, à l'état-major des armées. Et vous n'avez jamais cherché à vous renseigner de savoir par où arrivaient les armes? Je n'étais pas outillé pour ça, je n'étais pas équipé pour ça. Non, il n'y avait pas de raison que je m'intéresse au-delà du constat de la présence sur place, mais j'avais aucun mandat pour surveiller les frontières. Voilà, si vous voulez. C'était pas votre rôle, quoi. Voilà. Selon lui, Paris était donc informé de la violation de l'embargo. Information étonnante que va nous confirmer le général Christian Queneau. Il était à l'époque le chef d'état-major particulier de François Mitterrand. Le général confirme que les autorités françaises savaient que l'embargo était violé. L'embargo, c'est du cinéma. Je vous l'ai dit au début, ça n'était respecté par personne, etc. Puis il y a des tas de moyens de le tourner, etc. Y compris même par les États qui ont voté l'embargo. Pour contourner cet embargo et faire livrer les armes en Croatie, Marin Tomulic travaillait en étroite collaboration avec le marchand d'armes Jacques Monsieur. Jacques Monsieur était mon principal interlocuteur
C'est lui en réalité qui organisait l'achat et l'acheminement de l'armement. À chaque rencontre, Jacques Monsieur lui présentait un véritable catalogue dans lequel il suffisait de piocher. Il y avait tout l'armement disponible venant des pays de l'Est. Donc il y avait quoi? Comme je disais à l'époque, tout sauf la bombe nucléaire. Ça veut dire tout. Absolument tout. Des missiles et des systèmes sophistiqués. Il y avait tout. L'artillerie, blindés, il y avait tout. Hélicoptères, il y avait tout. Nous avons voulu savoir comment ce trafic d'armes s'était organisé. 4 hommes sont au centre de ce trafic. Marin Tomulic, l'acheteur pour le compte du gouvernement croate. Jacques Monsieur, le fournisseur d'armes. Et 2 autres hommes, les complices de Jacques Monsieur. Ils sont tous les 2 français. Nous les avons rencontrés et filmés en caméra cachée. Un de ces 2 hommes était le bras droit de Jacques Monsieur dans ce trafic d'armes vers la Croatie. Il a aussi travaillé avec le trafiquant d'armes au Togo et au Qatar. Il s'occupait notamment des commandes d'armes et de logistique. Aujourd'hui, il vit à l'étranger et se dit retiré des affaires. Mais à l'époque, il était présent lors de la plupart des tractations avec les Croates. On cherchait dans la panoplie soviétique à l'époque, enfin russe à l'époque, ce qui pouvait leur convenir. On leur proposait. Ils répondaient, bah oui, ok, on m'en mettrait 1,5 kg. C'est tout. C'est toujours comme ça que ça se passe. Tout passait par la société de Jacques Monsieur. Son nom, Matimco. Nous avons pu nous procurer un document signé de la main même du bras droit de Jacques Monsieur, daté du 27 octobre 1992 et adressé à Marin Tomulic. Il s'agit d'une liste d'armements proposés aux Croates. Roquettes, missiles, mitrailleuses, grenades ou encore des chars, tout ce qu'il faut pour équiper totalement une armée. Du matériel qui chiffre vite à des millions de dollars. Le bras droit du trafiquant d'armes prenait la commande des Croates et transmettait à Jacques Monsieur. Jacques regarde, voit ce qu'il peut approvisionner, chiffre, et éventuellement, je ou nous, on retransmet aux Croates. Ils disent OK ou pas OK. Alors une fois qu'ils ont dit OK. Une fois qu'ils ont dit OK, versement. Une fois que le paiement est fait sur une banque luxembourgeoise, quand je me souviens, la livraison suit son cours. Voilà. Mais pour que les armes arrivent à bon port, il faut des autorisations de transport qui sont uniquement délivrées aux pays autorisés à acheter des armes. On appelle cela des end users ou certificats de destination finale. En cas d'embargo, comme c'était le cas en Croatie, les trafiquants ont leur combine. Ils sollicitent des pays tiers qui fournissent des certificats de complaisance. Nous avons retrouvé un end-users utilisé par Jacques Monsieur pour transporter ses armes en Croatie. Pour l'occasion, c'est le Tchad qui a fourni le document. Il s'agit d'une cargaison de 100 mitrailleuses, 25 lunettes de tir, 300 000 cartouches et 3 000 grenades. Sur le document, on peut également lire « Nous confirmons que le matériel est destiné aux forces armées tchadiennes et ne sera pas réexporté. » Ces certificats, Jacques Monsieur les obtenait auprès de pays africains qui prenaient leur commission au passage. C'est ce que nous confie son bras droit. Les ministres africains ne sont jamais regardants sur l'origine des fonds qu'on leur transmet, qui établissaient des faux documents. Enfin, des vrais documents, mais pour de fausses destinations. J'ai vu qu'il y avait pour le Togo, il y avait d'autres pays africains. Le bras droit de Jacques Monsieur va nous avouer du bout des lèvres que c'est bien lui qui était chargé de se procurer les end-users.
Vous vous en occupiez, vous, des certificats de end users pour la Croatie? Qu'est-ce qui s'occupait de ça, Jacques? Non. Qui s'en occupait alors? C'était moi, mais je ne vous dirai pas d'où ça vient. La seule question était, pour tel et tel type d'arme, quel pays on va choisir pour end user? Bon, au Tchad, là on va faire ça. Au Tchad, ils recevaient 5% de la facture. L'end user, c'est 5% de la facture. Si ce certificat coûte très cher, grâce à lui, le navire peut prendre la mer avec les stocks d'armes à son bord. Nous nous sommes procuré un document portuaire qui nous permet de reconstituer le trajet exact effectué par un des cargos de Jacques Monsieur. Ce cargo s'appelait le Sable et il est arrivé au port croate de Rijeka avec sa cargaison d'armes en novembre 1992. Le Sable est un cargo panaméen qui est parti de Rotterdam aux Pays-Bas, officiellement à destination du Togo. À son bord, 3000 caisses d'armes. Le cargo fait escale en Israël, dans le port d'Haïfa. Ici, la cargaison est chargée sur un autre cargo, cette fois-ci appelé le Sabre, pour brouiller les pistes. Et au lieu de partir pour l'Afrique comme prévu officiellement, ce nouveau cargo avec les armes à son bord remonte l'Adriatique, vers la Croatie. Marin Tomulic affirme que la France savait parfaitement, mais fermait les yeux. C'était très clair. La France a décidé d'aider la Croatie. La France voulait nous aider à créer notre armée capable de se défendre. La France nous voulait créer un équilibre de force pour éviter le bain de sang. Pour Marin Tomulic, cela allait beaucoup plus loin. La France aurait même été complice du trafic. Car selon lui, avant même le début de la guerre en 1991, 2 représentants du ministère de l'Intérieur et un haut responsable de la DST, les services secrets français, seraient venus le voir chez lui. Il habitait alors dans le sud de la France. Ils m'ont dit qu'ils étaient au courant, que j'avais des relations avec le président croate, et ils cherchaient à le joindre, donc d'être reçu par le président. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à la DST de venir vous voir? Absolument pas. C'est eux qui ont demandé d'être reçus. Ils m'ont expliqué que la guerre était imminente et que la France était prête à aider la Croatie pour acquérir l'armement. Alors, en quoi la DST vous a aidé? Ils nous ont présenté des marchands d'armes qui devaient effectuer ce travail d'approvisionnement de l'armée croate. Donc c'est-à-dire que c'est la DST qui vous a présenté des marchands d'armes? Oui, c'est bien la DST. Des marchands d'armes recommandés par les services de contre-espionnage français. Surprenant. Nous avons voulu interroger la DST, mais elle n'a pas souhaité nous répondre. Nous voulons vérifier qu'un autre membre de l'équipe de Jacques Monsieur confirme la version de Marin Tomulic. Nous avons rendez-vous avec l'autre lieutenant de Jacques Monsieur dans ce trafic d'armes avec la Croatie. Il a aujourd'hui 61 ans. Il a aussi collaboré avec le trafiquant d'armes sur des ventes d'armes au Qatar. Cet homme affirme qu'il a toujours été très proche des services spéciaux français. Alors en fait, Tomulic me raconte qu'il y a un haut responsable de la DST qui est venu chez lui, avec vous, et... C'est la démarche habituelle dans ces cas-là. Oui. Donc c'est vrai quand même. Vous me le demanderiez, je vous dirais non, parce que c'est pas le genre de choses que j'avais à vous dire. Alors, si vous le faites dire à Tomulic, vous pouvez le laisser, vous risquez rien. Mais moi, un truc comme ça, jamais je l'avouerai officiellement. Il confirme l'implication des services secrets français. Il y avait l'aval de la DST quand il a... Vous ne pouvez pas vendre des armes, faire passer des armes d'une manière illicite sans l'appui de la gouvernement. Pourtant, à l'époque de la guerre, la France est plus naturellement bienveillante à l'égard de la Serbie, son allié historique. Mais dans le même temps, elle aurait aidé la Croatie à s'armer. Selon le bras droit de Jacques Monsieur, les services secrets français, la DST, avaient même en leur possession les informations précises de toutes les étapes de ce trafic d'armes. La DST était informée
du départ du bateau, de sa route et de la cargaison, du nombre de colis et de ce qu'il y avait dedans. La packing list de l'avion, avant le départ du bateau. Nous sommes allés voir un ancien directeur du contre-espionnage français, la DST. Yves Bonnet était en fonction pendant la présidence de François Mitterrand de 1982 à 1985. Pour lui, ces pratiques sont bel et bien réelles. Est-ce qu'un service de renseignement, comme la DST, peut faire appel à des marchands d'armes? Oui. Oui, clairement oui. La DST a des relations suivies avec les marchands d'armes. Bon. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'il ne s'agit pas... Bon, il peut s'agir de contrôler leur trafic, mais les marchands d'armes sont des gens qui connaissent merveilleusement bien le contexte politique et stratégique d'un certain nombre de pays. Et quand vous voulez des renseignements très précis et fiables sur un certain nombre de pays, sur certains potentiels militaires, les marchands d'armes sont de merveilleux agents de renseignement. Et la contrepartie ? Ils nous donnent des renseignements de première main, souvent hautement confidentiels, mais en échange, on leur fout la paix. Bon, c'est-à-dire qu'on leur permet de gagner beaucoup d'argent. Ça peut aller de la tolérance à la vraie complicité. Qu'est-ce que vous voulez dire par complicité? La complicité, ça peut être effectivement le fait d'inciter ou de fortement tolérer, si j'ose dire, les mots vont pas bien ensemble, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire tout de même, tel ou tel type de trafic en direction de tel ou tel pays. Nous avons posé la question à Roland Dumas qui était en poste à l'époque. Il reconnaît l'existence de certaines de ces pratiques. À partir du moment où on a voté un embargo, on a négocié un embargo, on ne peut pas être les mêmes à dire « bon, écoutez, moi je vais vous livrer des canons et des bateaux de guerre ». Non, bon, alors c'est les services spéciaux qui font ça et qui le laissent faire. Ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Même si on n'a pas donné un accord, les services spéciaux devaient savoir. Ils devaient savoir que ça existait, que ce trafic existait, etc. Et qu'on l'a laissé faire, peut-être dans l'esprit que vous dites. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser un peuple armé en massacrer un autre qui n'est pas armé. Donc, bon, on donne des armes et puis on va essayer de colmater tout ça. Mais ça vous paraît crédible que sous embargo, la DST ait pu... Elle n'a pas pu le faire sous embargo officiellement. Mais vous étiez au courant? Non. Non, enfin, en tout cas, j'ai pas le souvenir. Une fois la filière de l'armement organisée, il fallait que les cargos chargés d'armes de Jacques Monsieur arrivent à destination. Ils devaient donc franchir le blocus naval imposé par les Nations Unies. Des dizaines de navires de guerre des pays membres de l'OTAN comme la France contrôlaient la mer Adriatique. Là encore, l'équipe de Jacques Monsieur affirme que sans la complicité de certains États, la marchandise ne serait jamais arrivée à bon port. Pour les deux complices du marchand d'armes, sans aide, il était impossible de franchir le blocus. Le bras droit de Jacques Monsieur affirme même qu'une frégate de l'OTAN aurait escorté un de leurs bateaux chargés d'armes. Si au moins une frégate, une fois quand on a livré par mer, si une frégate nous a accompagnés, c'est bien parce que l'OTAN était au courant, informé et savait. Autrement, elle aurait arraisonné le bateau. Difficile de savoir le nombre exact de cargos chargés d'armes que Jacques Monsieur a fait venir en Croatie. Selon les deux lieutenants du trafiquant d'armes, il y aurait eu 5 cargos. Mais selon Marin Tomulic, près de 20. Ce qui est sûr, c'est que tous atteindront les ports croates sans jamais être arraisonnés. Si les premiers stocks d'armes sont arrivés par la mer, rapidement les livraisons vont se faire aussi par voie aérienne. Les avions atterrissaient notamment sur un aéroport au nord-ouest du pays, sur l'île de Krk. Là encore, le bras droit de Jacques Monsieur affirme que les troupes de l'OTAN étaient sur le tarmac de l'aéroport, mais qu'elles fermaient les yeux. Quand vous voyez un 924, c'est un truc qui est plus gros qu'un 747. Quand il se posait,
les mecs de l'OTAN avaient pour consigne de se retourner. Il ne faut pas accuser Jacques de tous les maux du monde. L'OTAN était parfaitement informée. Ça, vous l'avez vu, ça, de vos yeux. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on nous enfume avec tout un tas d'histoires. C'est clair et net. Une fois sur le territoire croate, les armes de Jacques Monsieur étaient chargées sur des camions conteneurs et roulaient de nuit en direction du plus grand entrepôt d'armes du pays. Et l'arrivée des armes va changer le cours de la guerre. Marin Tomulic se souvient notamment de l'acquisition d'armes russes, les Igla-2, qu'on appelle aussi les tueurs portables, un système de défense aérienne redoutable que les Croates ont commandé à Jacques Monsieur. Finalement, ils en ont acheté 50 à 52 000 $ pièce. Une des armes décisives qu'on a acquis grâce à la France, c'était des armes sophistiquées avec lesquelles on a abattu les premiers avions. Depuis, l'armée yougoslave a compris que la Croatie a acquis ces armes. Et puis, elle a cessé, du jour au lendemain, à utiliser l'aviation contre nous. Selon Marin Tomulic, la France aurait donc présenté les 2 lieutenants de Jacques Monsieur aux Croates. Elle aurait été informée de toutes les étapes du trafic d'armes. Elle aurait même aidé le pays à mettre en place ses filières d'acheminement. La France aurait même été beaucoup plus loin. Au cours d'une de nos interviews, Marin Tomulic va nous faire une révélation. Vous savez, au-delà de l'armement qui nous a été livré grâce à la France nous a également aidé à former les soldats et des officiers. Selon Marin Tomulic, la France aurait donc envoyé des formateurs pour entraîner des militaires croates. Une démarche interdite en cas d'embargo. Nous avons mené l'enquête. Retour en Croatie. Nous allons à Zadar, petite ville de 75 000 habitants, située sur la côte. Nous sommes à la recherche d'anciens combattants des forces spéciales croates qui ont été entraînés dans des camps militaires. Voilà. C'est là-bas. Via un de nos contacts sur place, nous obtenons un rendez-vous avec quelques-uns de ces soldats, sans garantie que ces hommes accepteront d'être interviewés. Ils sont sur la défensive. Nous ne sommes pas les bienvenus. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez savoir de nous? J'aimerais juste savoir comment ça se passait au camp d'entraînement de Čepurine. Je ne vois pas très bien ce que tu nous veux. Pour qui tu travailles? Finalement, après avoir répondu à leurs questions, nous réussissons à gagner leur confiance. Ils nous emmènent au camp de Čepurine. C'est ici qu'a été formée l'élite des forces spéciales croates. Quel est votre sentiment quand vous venez ici? Ça me fait de l'effet. Non, sérieusement, j'aime bien être là. On faisait partie de l'élite, des troupes d'élite, et on en est très fiers. Je pense que dans ce camp, nous avons eu un entraînement de très haut niveau, aussi bien physiquement que psychiquement. Ça a vraiment permis d'améliorer la qualité de l'armée croate. Nous allons chez Jelko Turic dans la banlieue de Zadar. Les anciens combattants souhaitent nous montrer une vidéo de leur camp d'entraînement, filmé à l'époque de la guerre. Là, c'est mon ami qui est mort pendant la guerre. Dans cette base militaire, l'entraînement est un véritable parcours du combattant. Des exercices périlleux adaptés à des situations de guerre bien concrètes. Ici, on tire à balles réelles. Sur cet extrait vidéo, les soldats des forces spéciales doivent affronter un char.
Qu'est-ce qu'on ressent? Quand vous avez 40 tonnes, 40 tonnes d'acier tueur qui s'avancent vers vous, avec un bruit terrible, et qui peut en une seconde vous transformer en chair à pâté, ce n'est pas anodin. L'enjeu de cet exercice, c'est de vous préparer psychologiquement. Il s'agit avant tout d'affronter ces peurs, et même d'aller au-delà de ces peurs. C'est une préparation pour être en mesure de réagir sur le terrain face à un char. C'est aussi dans ce camp que le premier régiment de parachutistes croates a été formé. Et selon ces anciens combattants croates, leurs instructeurs étaient des officiers envoyés par la France. Qui vous entraînait? Des Français. Ce sont des Français qui vous ont entraîné? Oui, ce sont eux qui nous ont formés. Ils ont formé le premier régiment de parachutistes croates. Ce sont eux qui nous ont donné les bases. Vous savez, pour envoyer une centaine d'hommes sauter d'un avion, c'était une responsabilité énorme. Ils ont fait un très bon boulot. Mais quand un pays est sous embargo comme ça, est-ce que des armées étrangères ont le droit de venir vous aider à former vos forces? Non, non, bien sûr que non. C'est pour ça que c'était secret. On n'avait pas le droit d'en parler. Il ne fallait pas que ça se sache. Les armes et les instructeurs étrangers, c'était interdit. Donc vous ne pouviez même pas vous photographier avec eux? Non, mais je vais quand même te montrer une photo d'un Français. On ne voit que la moitié de son visage. Non, non, ne le filmez pas. Il ne faut pas qu'on le reconnaisse. Tu vois celui-là derrière, au deuxième rang à gauche? C'est un Français. Il se cachait toujours sur les photos, il était toujours en retrait. Mais c'est normal qu'ils portent le même uniforme que les Croates? Oui, 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 c'était fait exprès. Vu la situation... Pour que tout reste secret, ces soldats d'élite croates ignoraient jusqu'au nom des instructeurs français. Qui sont ces hommes? Sont-ils des mercenaires ou des officiers de l'armée française? Nous poursuivons notre enquête. Sur place, nous entendons parler d'un lieutenant-colonel de l'armée française à la retraite. Il a combattu aux côtés des Croates pendant tout le conflit. C'est pourquoi vous venez. Dès le début de la guerre, il est venu en Croatie et s'est porté volontaire pour aider la toute jeune armée. Sur place, il a obtenu le grade de colonel de l'armée croate pour service rendu à la nation. Sa spécialité à l'époque, le vol sur petits avions. Pour des missions de repérage en territoire ennemi, c'était l'idéal. Discrétion assurée. À l'ouverture du camp d'entraînement, il devient instructeur et apprend aux combattants croates à piloter. Lui aussi confirme la présence d'instructeurs français au camp de Chepurinne, qui d'après lui n'était pas à la retraite. Vous êtes allé, vous, à Chepurinne ou pas? Bien sûr. Et les Français que vous avez vus, et vous n'avez pas reconnu quelqu'un que vous connaissiez? Ah non, ils sont trop jeunes. C'est parachutistes métropolitains. Voilà. Ils portaient les macarons de la métropolitaine, ils ne portaient pas les macarons de la coloniale. Donc je savais que c'était des parachutistes métropolitains. On dit chasseurs parachutistes. Ils pouvaient être du 13e RDP, qui était le régiment de Barbouze des Français, hein, puisque c'est eux qui étaient à... Ils pouvaient être du 9e RCP ou du 1er RCP. Ça pouvait être que des mecs du 1er, le 9e, c'est pas des barbouzes, donc il faut les éliminer. Mais ou le 1er ou le 13e. Le 13e RDP, c'est le régiment des dragons parachutistes français. Ils sont basés en Lorraine, dans la ville de Dieuze, et font partie des forces spéciales. Le 1er RCP, c'est le premier régiment de chasseurs parachutistes. Leur base est à Pamiers, en Ariège, juste au pied des Pyrénées.
C'est un des régiments d'élite de l'armée française. D'après cet ancien militaire français, un de ces deux régiments serait venu former les forces spéciales croates. Ce qui est important, c'est est-ce que ces gens-là étaient envoyés par les Français? C'est tout. Ouais, c'est tout. Mais jamais on le saura. Officiellement, il n'y aura aucun papier qui le prouvera. Les autorités croates confirment-elles ce scénario? Pour le savoir, nous décrochons une interview avec l'actuel président de la République croate dans sa résidence d'été sur l'île de Hvar. Il veut regarder la caméra, il faut que tu enlèves la cassette qui est à l'intérieur. Les caméras sont minutieusement inspectées par le service de sécurité. C'est un président détendu qui nous reçoit. Il est ici en vacances. Ivo, tu es là, tu dors? Ah, tu es là. Tu pourrais nous inviter à boire un café? Ça vous dit qu'on aille boire un café? On va pouvoir discuter un peu chez lui. À l'époque de la guerre, Stjepan Mesić était un des hommes les plus influents de Croatie. Impossible que des instructeurs français aient été envoyés sans qu'ils soient au courant. On m'a affirmé que des instructeurs français avaient été envoyés. Donc, ça voulait dire que même s'il y avait un embargo, on vous a quand même aidé. Oui, il y avait des instructeurs de plusieurs pays. Des Français, des Américains. Mais ils étaient majoritairement à la retraite. Leur gouvernement savait qu'ils étaient là, mais ils n'étaient pas actifs. On m'a dit le contraire. Évidemment, vous avez raison. Mais disons qu'officiellement, ils étaient à la retraite et faisaient payer leur savoir-faire. Aujourd'hui, les plus hautes autorités de l'État croate reconnaissent avoir été aidés par la France alors que le pays était sous embargo des Nations Unies et qu'aucune arme, aucun instructeur n'aurait dû être envoyé. Pour avoir le point de vue français, nous avons pris rendez-vous avec Hubert Védrine. À l'époque, il était le secrétaire général de l'Élysée et aussi l'homme de confiance de François Mitterrand. Nous avons voulu savoir si le gouvernement français avait soutenu matériellement la Croatie pendant le conflit en Yougoslavie. Est-ce que vous, le gouvernement de l'époque, François Mitterrand et les autres, donc est-ce que vous avez aidé d'une manière quelconque les Croates? Pas officiellement. S'il y avait une aide à des Croates, je ne sais pas en fait. Je ne peux pas répondre à votre question avec certitude, mais je pense que non. On peut se demander si les Français, à un moment, ont par exemple envoyé des militaires en Croatie pour aider à former les forces spéciales. Je ne pense pas. Bon, en tous les cas, c'est ce qu'on m'a raconté sur place. Et notamment, ça vient du président de la République, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, Stjepan Mesić, et autres fils de Tudjman, la Miroslav, qui était à l'époque chef des services secrets de l'armée, etc., etc. Eux, ils me disent clairement que les Français, c'est un exemple, ont envoyé en 94-95, donc on est quand même sur la fin de la guerre, des instructeurs français pour aider aux formations des forces spéciales. Comme ont fait les Américains. Là, attendez, il y a un autre élément dont on peut arrêter. Ah bah oui, allez-y. On a fini là. Ah bah non, c'est une vraie question que je vous pose, il va falloir me répondre, même si vous ne voulez pas me répondre, vous pouvez me faire deux réponses différentes, mais... Allez, de toute façon, il faut conclure là. Oui. Alors, vous avez une dernière question? Ben, c'était ça. Ça me surprend que... Je me dis que forcément François Mitterrand, lui, est au courant. Non. Si ça s'est passé. Si ça s'est passé. Non, pas forcément, pas forcément. Non, vous pouvez avoir au sein du ministère de la Défense, de l'état-major, des gens qui disent on aurait dû faire plus pour les Croates, on va s'organiser, tout ça, c'est possible. L'affaire embarrasse. Hubert Védrine ne désigne personne en particulier, mais nous renvoie à l'armée.
Nous avons demandé au général Christian Queneau qui pouvaient bien être ces mystérieux instructeurs français. Ça peut être effectivement, c'est le travail des forces spéciales. Donc, c'est le travail des forces spéciales de faire ça. Et ils peuvent, par exemple, être instructeurs dans un... C'est possible, ça? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que ça s'appelle les forces spéciales. Bien sûr. Bien sûr. Alors vous avez différents niveaux. Vous avez donc les forces spéciales, le commandement des opérations des forces spéciales, enfin, etc. Et puis vous avez toute une partie. Alors habituellement ils agissent en uniforme, si vous voulez. Et vous avez toute une partie qui est plus souterraine, qui dépend de la DGSE, le service action de la DGSE. La DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. L'aide militaire française aux Croates serait-elle discrètement passée par ce service secret dépendant du ministère de la Défense? Le 7 septembre dernier, le quotidien Libération publiait des extraits des carnets secrets du général Rondeau, homme de l'ombre et conseiller de plusieurs ministres de la Défense. Et dans ces carnets, certains passages confirment que la France joue à double jeu en aidant et formant secrètement l'armée croate. La DGSE a entretenu des relations avec les Croates à partir du second semestre 1991. Il s'agit d'une mission d'assistance clandestine aux forces spéciales croates. Déjà à cette époque, le général Rondeau craignait que cette affaire soit révélée au grand jour. Je pense, comme la DGSE, que ce soutien français pourrait être mis à jour dans le cadre d'une enquête poussée. Nous avons demandé un entretien avec les services de la DGSE, mais ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. New York, octobre dernier. Nous sommes allés au siège des Nations Unies pour avoir un point de vue sur la violation de l'embargo en Yougoslavie. C'est cette instance internationale qui vote les embargos sur les armes. Daniel Prince, spécialiste du trafic d'armes pour les Nations Unies, nous reçoit. Bien sûr, en pratique, on se rend compte que les embargos sont régulièrement violés. L'Institut de recherche internationale pour la paix de Stockholm a réalisé une étude sur les embargos imposés dans le passé et aujourd'hui. L'étude démontre qu'ils ont tous été violés, fréquemment ou rarement, mais ils l'ont tous été. Pour les Nations Unies et les États membres des Nations Unies, c'est un vrai problème. Et nous devons travailler sur ce point. Si des pays votent un embargo sur les armes et que le Conseil de sécurité approuve ce vote, alors tous les pays du monde doivent tenir cette promesse et sont tenus d'obéir. Mais quand on lui demande si l'embargo sur la Yougoslavie a été violé par des pays membres du Conseil de sécurité qui ont eux-mêmes voté l'embargo, il botte en touche. Si vous voulez aborder la question de la manière dont ont agi certains États membres des Nations Unies, allez interroger des membres de ces gouvernements pour savoir ce qui s'est réellement passé. Il n'y a qu'eux qui puissent répondre à cette question. Depuis 1990, l'ONU a voté 27 embargos sur les armes. Selon une étude récente menée par des experts suédois, tous ces embargos ont été violés au moins une fois. Et quand un trafiquant est arrêté, la justice est souvent clémente. En 2002, par exemple, Jacques Monsieur avait été jugé en Belgique pour une dizaine de ventes d'armes illégales, dont le trafic en Croatie. Mais il n'avait été condamné qu'à de la prison avec sursis. Rebelote en 2008 avec une condamnation en France pour des trafics au Togo, Congo, Kazakhstan et Qatar. 4 ans avec sursis et une amende limitée à 4 500 €. Mais en envisageant des délirants, Jacques Monsieur a peut-être franchi une ligne jaune. Aux États-Unis, il risque désormais 65 années de prison pour exportation illégale de pièces détachées d'avions de combat américains vers l'Iran.
Spéciale Investigation s'achève. Un mot de félicitations à Vanina Camban, la réalisatrice du film que vous venez de voir. Elle a reçu le prix du documentaire d'actualité au Festival du Scoop d'Angers. C'était pour une autre enquête que nous avions également diffusée dans Spéciale Investigation il y a quelques mois, Gaza au cœur de la poudrière. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à des produits bien de chez nous, nos produits du terroir. Vous verrez que notre artisanat aussi a été délocalisé. Alors rendez-vous vendredi prochain en deuxième partie de soirée. D'ici là, continuez de vous informer sur Canal. Bon week-end. Salut!